Day Trading, le podcast. Dans cet épisode, on développe notre vocabulaire. Bienvenue à tous à ce nouvel épisode. Patrick Gaulin-Labarre, toujours heureux d'être ici. Je suis en compagnie de mon mentor préféré, M. François J. Dubois. Comment allez-vous, maître, aujourd'hui? Super bien, mon élève Patrick. Et toi? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, on a décidé, dans le fond, cette semaine, qu'on allait faire un petit ménage parce qu'on a souvent des questions à gauche, à droite, puis on constate qu'il y a beaucoup d'interrogations dans le choix des mots, la définition des termes, tout ça. Puis en plus, dans ce milieu-là, l'anglais est omniprésent, donc il faut faire avec. Il faut apprendre ces mots-là dans les deux langues, idéalement, mais on est souvent pris avec la langue de Molière, la langue de Shakespeare, pardon. Et ça peut être un défi de comprendre ça, mais c'est pour ça qu'on va faire l'exercice, puis on va vous donner des moyens, dans le fond, pour améliorer ça. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aime décrire cette démarche-là, c'est qu'avant de devenir un poète, il faut apprendre l'alphabet. Ça va être dur de créer des belles œuvres littéraires si on ne maîtrise pas notre alphabet. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on apprend notre alphabet du trader. Puis ça a été un exercice quand même difficile parce que des mots de bourse, il y en a une centaine et plus. Là. Il peut y en avoir même 1000, mais il a fallu en identifier une quarantaine, une cinquantaine. Donc, ça a été un exercice quand même difficile. Quel prendre, là? Il fallait y penser. Dans le temps qu'on est alloué aussi, là, on ne va pas passer 8 heures à juste nommer des mots. Là. Donc, effectivement. Puis, on s'est rendu compte aussi que, dans le fond, on les connaît, ces mots-là, nous, puis c'est une seconde nature. Puis des fois, quand on veut les définir, c'est un défi. Puis c'est ça que vous allez voir tantôt, là, quand on va les nommer. Mais on comprend très bien comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est un blitz. On va faire un blitz. On va nommer des mots. Je vais nommer le mot. François va donner une définition. Je peux commenter. François va commenter aussi, mais on va quand même essayer de faire ça rapidement pour en courir le plus possible. T'es prêt, mon François? Yes, oui, je suis prêt. Yes, oui. OK, le premier mot, le chandelier japonais. Chandelier japonais, c'est une façon de regarder le graphique. Beaucoup de monde regarde des graphiques avec des barres ou des lignes, mais sinon, la façon la plus populaire dans le milieu financier, c'est via les chandeliers japonais. Japonais parce que ça a été inventé au Japon, puis ça ressemble à des chandelles. C'est pour l'origine, ça vient à l'origine des récoltes de riz. Ils ont inventé un système de graphique et de formation pour essayer d'anticiper les récoltes de riz. Donc, c'est là l'origine de chandelier japonais. Les premiers spéculateurs, si on veut. Oui. Excellent, oui. Ensuite de ça, on va y aller avec un ordre boursier. Un ordre, dans le temps, on appelait notre courtier pour passer un ordre d'achat, un ordre de vente. Maintenant, on prend notre souris et on donne un ordre à notre plateforme Internet. Donc, il y a des ordres d'achat, il y a des ordres de vente, il y a des ordres stop, il y a différents ordres. Mais bref, passer un ordre, généralement, c'est lorsqu'on prend notre souris, on décide les deux ordres les plus populaires, c'est passer un ordre d'achat d'un titre ou passer un ordre de vente. Puis l'ordre, dans le fond, c'est une instruction qu'on donne au courtier d'acheter ou de vendre. Puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un coup que l'ordre est passé, elle est chez le courtier. Il faut passer un autre ordre ou l'annuler. Ou, on doit lui annoncer, parce que si on ne fait rien, l'ordre, elle est là, même si on ferme la plateforme. C'est ça, oui. Ensuite de ça, on y va avec une prise de perte ou un stop-loss. Oui, le fameux stop-loss. Ceux qui me connaissent savent que je focus beaucoup sur ce terme-là. Un stop-loss ou une prise de perte, c'est souvent, c'est pas souvent, lorsque ça arrive, c'est lorsqu'on a fait un achat et c'est un niveau où on décide de prendre une perte monétaire, où ce qu'on s'est dit, à ce niveau-là, ça ne me tente pas de perdre plus. Donc, c'est un niveau où on décide de prendre une perte, où ce que notre analyse est invalidée, où ce que généralement, lorsqu'un support est brisé, on place un stop-loss. Ça veut dire une sortie. Donc, on sort de notre position et on ferme la position, donc à perte. Oui, c'est ça. Contrairement à la prise de profit ou ce qu'on appelle un take profit. C'est ça. La prise de profit, c'est l'antonyme de stop-loss. La prise de profit ou le take profit en anglais, c'est le niveau où on décide de sortir notre position à profit dans le marché. Avec l'argent en poche. Avec l'argent en poche. Un take profit,
Généralement, c'est avec un profit et le stop-loss, ça vient avec une perte monétaire. Oui. Puis il y en a un qui vient avec un sourire, puis l'autre avec... Oui, mais ça fait partie du trader, ça. On a beaucoup parlé, la psychologie des stop-loss, ça va arriver souvent, mais l'important, c'est d'avoir plus de take-profit que de stop-loss. Ensuite, une stratégie. Une stratégie, dans le fond, c'est lorsqu'on décide d'acheter un titre, on a eu un plan de match, on décide d'acheter à un certain prix, on décide de prendre notre stop-loss, notre perte à un certain prix, et on décide de prendre un profit si ça monte à un certain prix. Donc, une stratégie, ça vient aussi, des fois, si vous êtes plus analyse graphique, ça vient avec des indicateurs. Donc, vous avez un indicateur, ça a été confirmé, signal d'achat, donc vous avez une stratégie d'achat sur un titre. Donc, en résumé, c'est notre plan de match. Et qu'est-ce qui fait qu'on entre et qu'est-ce qui fait qu'on sort? C'est le fameux plan de match. Puis quand on entend souvent « respecter vos règles », c'est ces règles-là qui définissent notre stratégie puis qu'il faut qu'on respecte, idéalement. Très bien résumé. Ensuite de ça, donc, un indicateur, parce que tu as parlé d'indicateur dans la stratégie. Oui. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, c'est quand on regarde des graphiques, c'est souvent l'indicateur le plus populaire, on parle de moyenne mobile. C'est un outil d'analyse technique qui confirme notre point d'entrée ou notre signal d'achat. Si vous décidez d'acheter, souvent le monde va prendre un ou deux indicateurs pour se faire confirmer leur signal d'achat. Donc, un indicateur, ça nous indique, ça nous donne des indices. C'est ça que ça sert. C'est ça. Donc, la moyenne mobile, parce que tu as parlé de moyenne mobile. Oui, un indicateur très populaire, la moyenne mobile, c'est de base, mais tout le monde devrait regarder ça. Si on prend une moyenne mobile, exemple 100 jours, donc vous prenez le titre XYZ, on va parler de Apple. Si vous mettez une moyenne mobile 100 jours, ça va vous tracer une ligne qui monte et qui descend, mais ça, ce prix-là de la moyenne mobile provient des 100 dernières journées de prix de fermeture du titre en question. Donc, généralement, un petit truc trading, des titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile, généralement, ils performent bien. Et les titres qui sont en dessous de leur moyenne mobile performent moins bien. Ce que tu es en train de nous dire, autrement dit, c'est que la moyenne mobile nous aide à définir la tendance, qui était mon prochain mot à la liste. Oui, c'est ça. La tendance, il y a deux tendances. Tendance haussière, tendance baissière. Généralement, lorsqu'un titre monte, on dit qu'il est en tendance haussière, donc généralement est au-dessus de sa moyenne mobile. Et une tendance baissière, c'est lorsqu'un titre descend. Et généralement, la plupart du temps, il se transige en bas de sa moyenne mobile. Puis on l'entend souvent quand on échange avec le terme anglophone qui est bullish ou bearish. Oui, bullish en français, c'est lorsque le marché monte et bearish, c'est lorsque le marché descend. Bullish, pour le terme en français, c'est un taureau et un bearish, c'est le symbole d'un ours. Vous voyez souvent ça dans les marchés boursiers quand vous voyez des graphiques ou de la publicité, le monde va dire bullish, puis ils vont mettre un taureau et bearish, ils vont mettre un ours. Puis ça vient d'où, ça, exactement, cette expression-là, le taureau et l'ours? Oui, bullish, bearish. Bullish, ça vient du taureau. Taureau avec des cornes. Si vous avez remarqué, un taureau, souvent, il a la tête par en bas et il donne des coups par en haut. Donc, ça fait monter le prix. Ça fait monter le marché. Un peu comme les toréadors, quand ils se font ramasser par le taureau. Le toréador, il revole dans les airs, comme on dit. Sinon, le terme bearish, ça vient en anglais, en français, du terme ours. Et un ours, avec ses grosses pattes, ses grosses griffes, a tendance à donner souvent des coups par en bas. Donc, si vous prenez un coup de pattes d'ours dans la face, vous allez tomber. Donc, taureau, ça monte et un ours, ça diminue. Ça va par en bas. Donc, c'est la bonne façon de le retenir. Là. Je trouve que c'est une belle image. Ensuite de ça, on a le support. Qu'est-ce qu'un support? Support, généralement, c'est lorsqu'un titre tombe et puis il y a eu une zone de consolidation d'un prix avant. Voilà quelques jours, quelques mois ou quelques minutes, dépendamment de votre horizon de négociateur. Donc, si, exemple, Apple a monté à 150 $, tombe à 100 $, remonte à 150 $, retombe à 100 $, mais on peut dire que le prix 100 $, c'est une zone de support. Ensuite de ça, il y a résistance.
Résistance, c'est l'antonyme de support. Résistance, souvent, c'est dans le haut d'un marché. Lorsqu'un titre monte, retombe un peu et remonte au même prix qu'il était il y a quelques jours, on parle de zone de résistance. Et souvent, ce qu'on constate dans ces zones-là, que ce soit de support ou de résistance, c'est qu'on va assister des fois à une consolidation, qui était mon prochain terme aussi. Consolidation. Consolidation, tantôt on en parlait, un synonyme, lorsqu'un titre commence à stagner. Souvent après une forte poussée ou une forte baissée, une forte baisse, désolé, un titre tombe en consolidation. Pour quelques minutes, quelques jours, généralement, ça dure pas très, très longtemps parce que si un titre est fortement à la hausse, ça va consolider pour quelques jours et après ça, généralement, va continuer à partir par en haut. Donc, consolidation, dans le fond, c'est lorsqu'un titre prend une pause à la hausse ou à la baisse. Est-ce qu'on entend en anglais souvent un range ou ce qu'on moi j'appelle une stagnation? Le prix il va rester dans le même coin, là, il bouge. Oui, pour les négociateurs intra-séance, les day traders, il y en a beaucoup qui aiment ça trancher du range. Parce que du range, pour une image, là, c'est comme du yo-yo. Donc, le titre monte, descend. Donc, pour les négociateurs intra-séance, souvent, c'est une belle façon de profiter des marchés. Parce qu'on entend des fois aussi sideway. On entend ça aussi en anglais pour définir c'est ça, un range. Toutes des synonymes. Ouais. Ensuite de ça, on y va avec un point ou un pip. Un point ou un pip, quand on parle de point, c'est un petit peu plus technique. C'est surtout sur le marché des contrats à terme, des futures en anglais. Exemple, lorsque l'or passe de 1800 à 1810, on parle de 10 points. Sinon, quand on parle de Forex, pour le marché des devises, le PIP, c'est l'unité de fluctuation des devises. Donc, exemple, la livre sterling contre le yen, mettons, qui se transige à 153,10. Si la devise passe de 153,10 à 153,20, on parle de 20 pips. Donc, pour faire un parallèle avec le marché des actions, l'unité de fluctuation de marché des actions, on parle des sous. Donc, si Apple passe de 101 à 101,50, bien, c'est 50 sous. Donc, que ce soit le point, que ce soit le PIP pour le Forex ou les sous pour le marché des actions, c'est l'unité de fluctuation du produit transigé. Unité de mesure, OK. Ensuite, l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est un peu qu'est-ce que Warren Buffett fait. Warren Buffett, il va regarder les états financiers des compagnies. Il va regarder le coût ratio bénéfice, un ratio très populaire. Donc, dans le fond, l'analyse fondamentale, c'est lorsqu'on fait l'étude de la compagnie avec les états financiers. Et dans mon cas, moi aussi, ça peut être l'analyse d'un pays, là, pour le marché de des sa macroéconomie, exactement. Et contrairement à l'analyse fondamentale, on a l'analyse technique qui est très employée. Oui, l'analyse technique, je suis un spécialiste de l'analyse technique. J'adore l'analyse fondamentale, mais l'analyse technique, pour moi, personnellement, je trouve que ça parle plus que l'analyse fondamentale, dépendamment pour le type de trading encore. Mais l'analyse technique, c'est une façon de transiger uniquement via les graphiques. Donc, l'analyse technique vient avec, comme on a parlé tantôt, des indicateurs. On peut seulement regarder le graphique aussi, des supports, des résistances. Mais bref, l'analyse technique, c'est simplement via le graphique qu'on voit devant nous. Parfait. Prochain terme, un appel de marge. Appel de marge, il n'y a pas beaucoup de monde qui entendent ça. C'est moins fréquent maintenant parce que les courtiers, maintenant que tout se fait électronique, les courtiers vont fermer nos positions avant d'avoir un appel de marge. Mais sinon, ça peut arriver à l'occasion. Un appel de marge, c'est lorsque un négociateur a un compte sur marge et le titre bouge contre lui. Et souvent, le compte du négociateur commence à tomber et puis il reste seulement, on va dire, 30% de son portefeuille dans son compte versus l'argent nécessaire pour tenir le titre dans son compte, le courtier va faire un appel de marge. Il va dire, si tu veux continuer à garder ce titre-là dans ton portefeuille, il faut que tu rajoutes de l'argent dans ton compte. Donc, c'est ça, un appel de marge.
L'appel de marge, la dernière chose, c'est que, tu sais, quand on lit, des fois, les pertes peuvent être plus grandes que vos dépôts. Tu sais, dans les écritures, là, c'est un petit peu ça, là. C'est ça. Ça l'arrivait souvent ça l'arrivait souvent. Ça l'arrivait surtout dans le temps, lorsque j'étais sur le marché des contrats à terme, à la criée, que ce soit à Montréal ou à Chicago. C'était pas tout électronique, c'était à la criée, donc avec les papiers puis les crayons. On rentrait ça à l'ordinateur, fait que des fois, il y avait des délais par le temps que les titres ou les produits soient compensés. C'était là, surtout, les appels de marge. Donc, quelqu'un avait une position qui allait contre lui. Il y avait, on va dire, 10 000 dans un compte, mais là, il était en déficit de 2 000 donc il était dans le trou, on va dire, de 2 000 Bien, le courtier disait, tu as un appel de marge. Sinon, bien, il faut t'envoyer pas sinon, là, il faut que tu envoies de l'argent absolument. Sinon, ils vont prendre des procédures pour aller chercher l'argent. C'est un dû, là. C'est concret. Oui. OK, prochain terme, le breakout. Le breakout, en français, c'est lorsqu'une résistance ou un support est brisé. Donc, un breakout, c'est tout simplement lorsqu'il y a eu un bris à la hausse ou à la baisse du support ou de la résistance. Souvent, lorsqu'il y a un breakout, vous allez voir, il y a un mouvement assez rapide parce que c'est une façon de transiger. Quand il y a un bris de support ou quand il y a un bris de résistance, souvent, c'est là que les acheteurs pour le bris de résistance vont se manifester. Donc, quand vous voyez un bris de résistance, souvent, il y a une grosse impulsion rapide à la hausse du produit. Ensuite, la figure chartiste. La figure chartiste, c'est, on en discutait tantôt, on essayait de trouver le terme en français. C'est lorsqu'on voit un pattern qui revient souvent. Donc, pour ceux les amateurs de figures chartistes, vous connaissez probablement les figures en formation triangle. C'est une des figures les plus populaires et qui fonctionne généralement bien. Il y a aussi en anglais le head and shoulder, épaule, tête, épaule. Donc, des figures chartistes, dans le fond, c'est différents patterns qu'on remarque sur les graphiques du produit. Puis au fil du temps, puis de l'expérience, puis d'avoir nos statistiques, on se rend compte que quand on trade ces figures-là, bien, on trade les probabilités. C'est un petit peu ça l'approche. C'est ça. On ne veut pas comparer ça avec le casino, mais c'est, exemple, lorsque on joue à la roulette, ça tombe 3-4 fois sur le rouge, après ça 3-4 fois sur le noir, 3-4 fois sur le rouge, on voit qu'il y a un pattern. Bien, la bourse, c'est la figure chartiste. Quand on voit qu'il y a un triangle, si ça fonctionne 70% du temps, bien, on va essayer de miser selon cette figure-là, soit à la hausse ou à la baisse. Merveilleux. Donc, prochain terme, la vente à découvert. La vente à découvert, en anglais, on appelle ça le short. La vente à découvert, c'est un peu complexe pour les néophytes en bourse, mais sinon, la vente à découvert, c'est vendre un titre et espérer que ce titre-là tombe. Donc, au lieu d'acheter en premier et vendre à profit, on va vendre un titre, exemple Apple, on va essayer de vendre Apple à 102 $ et s'il tombe à 100 $, on va racheter notre position et on va faire 2 $ de profit par action transigée. Donc, une vente à découvert, on veut que le marché tombe pour avoir un profit. Et le courtier accepte de nous prêter, si on veut, ces actions-là quand on se positionne. C'est ça. Une vente à découvert, on vend quelque chose qu'on n'a pas. Donc, comment on fait pour vendre ça? Le courtier va l'emprunter à un de ses clients. Il va vous le passer. Et puis, donc là, vous possédez le titre pour le vendre. Oui. Qui est contraire d'avoir une position au long, là, quand on achète tout simplement comme la majorité. C'est ça, une position haussière, ou en anglais, on dit être long. Donc, quand on a une position haussière, on achète un titre et on espère que le titre monte pour faire de l'argent. Donc, un titre qui passe à 100 à 101 $, on va faire 1 $ de profit. Excellent. Donc, on est rendu à bid-ask ou le cours acheteur versus le cours vendeur. C'est ça. On parle surtout de bid. C'est surtout ce terme-là que vous allez entendre. Quand on parle de bid, c'est le prix où vous êtes prêt à acheter une action. Et le cours acheteur, le ask, c'est le prix où vous êtes prêt à vendre. Donc, généralement, le cours acheteur, cours vendeur, on va parler de ce terme-là tantôt, le spread, l'écart. Souvent, le cours acheteur, exemple de Apple, va être à 101 et le cours vendeur va être à 101,10. Donc, vous, si vous voulez acheter à 101, vous allez placer un ordre sur le cours acheteur 101.
Puis s'il y a des vendeurs qui décident de vendre à 101, bien, vous allez en avoir. Et le cours vendeur, si vous voulez vendre l'action, on va dire à 102 $, bien, vous allez vous mettre sur le ask, sur le cours vendeur à 102 $ et espérer qu'il y a des acheteurs qui vont décider d'acheter à votre prix. Excellent. Puis tu l'as nommé un petit peu, mais le prochain terme, c'est le spread, qui est Le l'écart entre les spread, deux. c'est ça. C'est l'écart entre le cours acheteur, cours vendeur. Comme on a dit tantôt, Apple 101 et 20 offert à 101 et 30. Donc, le spread est de 10 sous. L'écart entre le cours acheteur, cours vendeur. Puis c'est où que ça en va, ce montant-là? C'est où la différence? C'est un peu la commission du courtier. C'est un peu ça. La commission du courtier, lorsque... Mais la différence, là, elle va où? C'est pas dans le C'est de l'air. C'est de l'air. Non, mais c'est de l'air. Souvent, l'écart, il est très mince, mais des fois, l'écart est énorme sur un titre. Exemple, sur un penny stock qu'on va parler tantôt. Exemple, un titre est à 1 $, offert à 1,20 $. Donc, si vous voulez acheter à 1 $, vous pouvez vous mettre sur le cours acheteur, mais si vous dites, moi, je veux payer un petit peu plus qu'un $, donc vous allez à mi-chemin entre le cours acheteur et cours vendeur, donc vous allez mettre un ordre, comme on a parlé tantôt, vous allez mettre un ordre d'achat à 1,10 $. Et de l'autre côté, s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je voulais vendre à 1,20 $, mais à 1,10 $, ça m'intéresse, donc lui, il va vous vendre sa position. Il va prendre sa commande, son ordre à 1,20 $, il va la descendre à 1,10 $. Donc, généralement, il y a, pour les titres de qualité, les gros titres, l'écart entre le cours acheteur et cours vendeur est de quelques sous, mais pour des titres très volatiles, souvent l'écart entre les deux est quand même est énorme. Ouais. Suivant, le short squeeze. Le short squeeze, ça fait référence à justement ceux qui ont fait des ventes à découvert, ceux qui sont en position short. Short squeeze, ça dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les shorts, ceux qui ont fait des ventes à découvert, se font squeezer. Donc, il y a une pression à la hausse du titre. Donc, vous avez fait une vente à découvert sur un titre à 10 $ et ça monte à 11 $, 12 $, 13 $. Donc, si vous avez un appel de marge, si le courtier ne possède plus les titres et il vous oblige, vous force à couvrir, ça fait une pression à la hausse. Un très bon exemple sur GameStop, GME, là, un certain temps, il y a eu beaucoup de pression à la hausse. Donc, le titre a passé de 50 $ à 500 $ en quelques jours. Donc, ça, c'était un short squeeze. Puis ceux qui sont squeezés, entre guillemets, c'est ceux qui étaient en position short. Là. C'est eux autres qui sont pris. Là. C'est ça. Donc, ceux qui étaient en position long font de l'argent parce que le marché monte. Puis ceux qui sont en short squeeze, ceux qui sont short, perdent de l'argent. Donc, à la bourse, il y a un acheteur, il y a tout le temps un gagnant et un perdant. Donc, quand quelqu'un dit « oui, j'ai perdu de l'argent », mais de l'autre bord, il y a quelqu'un qui l'a fait. Oui, il y a quelqu'un qui dit « oui, j'ai gagné de l'argent Oui. ». Exactement. Oui, c'est une grosse roue qui tourne. Suivant le terme « correction ». Qu'est-ce qu'une correction? Une correction, le terme général de correction, c'est lorsqu'un titre tombe, chute. Mais sinon, point de vue bourse, quand on parle que la bourse est en correction, c'est lorsqu'il y a un repli de 10 % du sommet. Donc, si vous avez le Dow Jones à 30 000 qui se transige, mettons exemple, à 30 000, si le Dow Jones retrace de 3 000 points, donc se transige à 2 700 points, on dit que le Dow Jones est en zone de correction. Et qui n'est pas un crash, qui est encore plus intense, le crash. C'est ça. Il y a un crash, mais avant le crash, on pourrait dire un bear market. Un bear market, c'est lorsqu'un marché baissier. Parce qu'une correction, des fois, il y a une correction de 10 %. Après ça, le marché repart à la hausse. Mais un bear market, c'est lorsque le titre ou un produit est à 20 % de son sommet. C'est là qu'on dit, exemple, le Dow Jones est en bear market. Généralement, des bear markets, ça ne dure pas très longtemps. C'est des bonnes opportunités, c'est des bons moments pour les investisseurs pour acheter pour du plus long terme des titres à rabais, comme on dit. Sinon, pour revenir à ce que tu disais tantôt, le crash, le fameux crash market, ça, on ne voit pas ça très souvent. Les plus populaires, 1987, 1929, 2008. Donc, c'est lorsque un indice, le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500, chute de plus de 20 %, mais surtout en peu de temps. Donc, c'est ça qui définit surtout un crash market. C'est lorsque le mouvement se fait rapidement et au-dessus de 20 %. Excellent. Suivant, le drawdown. Le drawdown, c'est le point extrême.
si on est en position achat, c'est le point extrême où on était à perte sur un titre. Donc, si vous avez acheté du Apple à 102 $ et le titre momentanément est allé à 101 $ pour repartir à 103 $, mais votre drawdown était de 1 $, la différence entre 102 et 101. Donc, 101 étant le creux à partir du temps que vous avez pris votre position. Donc, vous étiez en drawdown de 1 $ sur ce titre-là. Une autre façon de voir le drawdown, pour moi aussi, c'est par rapport à ton le montant, le solde de ton capital. Là. Notre compte. De notre compte. Est-ce que tu as eu une baisse? Est-ce que tu as eu 3-4 pertes en ligne qui fait que tu as eu une baisse plus importante ou moins importante? C'est comme ton drawdown personnel. Là. Comme ça, moi, oui. Aussi. Suivant, le Forex. On a parlé un petit peu depuis tantôt. Qu'est-ce que le Forex? Le Forex, c'est le marché des devises des différents pays. On peut transiger des actions de compagnie, on peut transiger des devises, on peut transiger des commodités comme l'or. Mais bref, quand on transige le Forex, vous transigez les devises des différents pays. Un Forex, une paire de Forex que tout le monde connaît, sans savoir le Forex, vous savez c'est quoi? C'est lorsqu'on regarde le dollar américain versus le dollar canadien, qui se transige en ce moment environ à 1,22. Donc, ça, c'est du Forex. C'est une paire qui est en relation avec une autre... pas une paire, c'est une devise qui est en relation avec une autre devise. C'est ça. Le Forex, c'est tout le temps ça. C'est une devise d'un pays contre un autre pays. Parfait. La préouverture ou le pre-market? La préouverture du marché, c'est lorsque nous avons la possibilité de transiger le marché des actions avant l'ouverture officielle de 9h30. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant. On peut transiger avant l'ouverture officielle. Dépendamment du courtier, les heures officielles de pré-market, c'est de 4h le matin à 9h30. Donc, c'est possible de transiger côté américain. Il n'y a pas vraiment de pré-market pour le marché canadien, mais si vous transigez du côté américain, vous avez le pré-market. Et en relation avec ça, vous avez le after-market, qui est après 4 heures. Donc, les heures normales, c'est de 9h30 à 4 heures. Quand on parle de transiger en pré-market ou avant l'ouverture des marchés, c'est de 4 heures le matin à 9h30. Et le after-market, c'est de 4 heures l'après-midi à 8 heures le soir. Donc, c'est une belle façon de pouvoir prendre des positions en dehors des heures régulières si on n'a pas la chance d'être devant nos ordinateurs. Pour les gens qui travaillent ou les gens qui sont pris à l'extérieur. C'est ça. La volatilité. La volatilité, c'est une façon de dire qu'un titre a beaucoup d'amplitude, soit à la hausse, soit à la baisse. La volatilité, c'est lorsqu'un titre, quand vous regardez un graphique, monte très vite, descend très vite. C'est surtout ça que le day trader recherche. Si vous êtes un investisseur, ce n'est pas nécessairement des titres volatiles que vous recherchez. C'est plus des titres stables qui montent tranquillement. Mais si vous êtes un négociateur intra-séance, un day trader, vous recherchez des titres qui sont volatiles. Parce que quand on prend une perte avec notre stop loss, on veut continuer à transiger. Donc, ça prend des titres qui ont beaucoup d'amplitude, à la hausse et à la baisse. Excellent. Le volume. Le volume, lorsqu'on parle des actions, si vous regardez un graphique journalier, puis vous voyez le volume 2 millions, exemple, ça veut dire qu'il y a eu 2 millions d'actions transigées cette journée-là. Si vous regardez le marché des contrats à terme, puis vous voyez 10 000 contrats, bien, c'est le nombre de contrats transigés cette journée-là. Cette journée-là ou dans la période que tu analyses? Là, selon le graphique, c'est ça. Oui, ça. Bonne. Très bien, oui. OK. Qu'est-ce qu'on appelle le float? La float. La float, c'est en français, on peut dire les actions flottantes, mais j'aime pas trop utiliser ce terme-là. C'est les actions disponibles à transiger pour le grand public. Donc, la float, c'est le nombre d'actions, c'est ça. C'est le nombre d'actions disponibles à transiger pour le commun des mortels. Et puis, souvent, la float, vous allez souvent entendre ça. « Ah, ce titre-là n'a pas une grosse float. » Ça, c'est généralement, quand vous regardez des actions avec une float, des actions disponibles à transiger, en bas de 100 millions, souvent, c'est des actions très volatiles. Donc, encore là, les day traders vont rechercher des actions avec des floats extrêmement basses. Plus que la float est basse, plus que le titre risque d'avoir des grosses fluctuations.
Et le contraire, lorsque la flotte est extrêmement élevée, exemple GM ou Ford, mais c'est des titres généralement moins volatiles. Mais bref, flotte, c'est les actions disponibles à transiger sur le marché. Autrement dit, c'est plus facile de trouver acquéreur quand on veut vendre, quand il y a une grosse flotte, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Là. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que ça fluctue moins. Le split. Le split, c'est lorsque un titre... c'est lorsqu'une compagnie décide de faire un fractionnement de leur compagnie. Exemple, Apple, il y a un certain temps, était à 700 $ pour rendre le titre un peu plus accessible aux négociateurs, ils vont faire un split. Et puis, cette journée-là, exemple, ça, c'est la compagnie qui décide. Exemple, ils ont fait un split 7 pour 1. Donc, l'action a passé de 700 $ à 100 $. Donc, si vous possédiez une action de Apple à 700 $, la journée qu'il y a un split, bien, vous allez posséder 7 actions à 100 $. Ça, c'est une technique que Warren Buffett n'a jamais acceptée, n'a jamais voulu faire. Hein? Puis il a déclaré qu'il ne le ferait jamais, d'ailleurs, je crois. Oui, avec ceux qui connaissent Warren Buffett et son fameux titre Berkshire Hathaway qui se transige à presque 300 ou 400 000 $. Donc, pour acheter une action de Berkshire Hathaway, il faut avoir 400 000 $ dans son compte. Donc, la journée que ce titre-là va splitter, mais il y a d'autres... il y a une autre action de Berkshire Hathaway. Il y a une alternative. Ils ont fait la classe A et la classe B. Donc, je crois que la classe B se transige à 10 fois moins ou 1000 fois moins de ça. Donc, c'est quand même accessible. Mais la vraie action de Berkshire Hathaway, la classe A, qui se transige à 400 000, il n'y a jamais eu de split là-dessus. Et pour finir là-dessus, Warren Buffett a dit « Tant que je vais être vivant, on ne va pas splitter mon action. » Justement, pourquoi? C'est pour éviter justement les gens qui veulent spéculer sur son titre. Lorsqu'un titre souvent est splitté, ça l'amène des nouveaux acheteurs. C'est pas nécessairement que la compagnie est plus intéressante ou qu'elle va mieux. C'est tout simplement que le prix est moins cher, entre guillemets. Donc, ça l'amène des nouveaux acheteurs, puis ça l'amène de la spéculation. Donc, Warren Buffett, avec son action Berkshire Hathaway, n'a jamais voulu ça. Donc, c'est pour ça qu'il s'est dit « Jamais je vais splitter mon action ». Et à l'inverse, le reverse split. Oui, le reverse split, généralement, lorsqu'il y a un split, c'est souvent des compagnies qui ça va bien. Sinon, un reverse split, c'est souvent des compagnies qui ne vont pas généralement bien ou qui ne respectent pas les normes de la bourse ou ce qui transige. Au Nasdaq, en bas de 1 $, vous devenez en défaut. Donc, souvent, lorsqu'un titre se transige en bas d'1 $, on va dire 50 sous pour ça arrive souvent pour les compagnies de cannabis. Exemple, en bas de 1 $, pour respecter les règles de la bourse, où ce que le titre se transige, ils vont faire un reverse split. Donc, l'action va passer de 50 sous, tout d'un coup, à 5 $. Donc, il n'y a pas vraiment de hausse du prix du titre. C'est juste qu'au lieu de posséder, on va dire, 1000 actions, bien, vous allez seulement posséder, exemple, je n'ai pas sorti la calculatrice, là, mais au lieu de posséder 10 000 actions d'un titre à 50 sous, bien, vous allez posséder seulement, on va dire, 5 actions à 5 $. Donc, il n'y a rien qui se passe dans votre compte. Vous n'allez pas avoir plus d'argent parce que l'action est passée à 5 $. Parce que au lieu de posséder plus d'actions, le courtier, le broker, encore là un terme anglophone, le broker va vous couper vos positions. Donc, vous allez posséder beaucoup moins d'actions. Mais généralement, lorsque vous voyez un titre qui font un split, c'est souvent des bonnes compagnies, des compagnies de qualité et généralement qui performent bien, qui vont bien. Et quand vous voyez un reverse split, généralement, c'est des actions qui ont de la misère, qui ne vont pas généralement bien. Donc, ça peut donner un petit indice, là, une bonne compagnie ou une mauvaise compagnie. Oui. Ce qu'on appelle un offering. Offering, c'est lorsqu'en français, il y a de la dilution. Donc, c'est lorsque une compagnie décide d'émettre des actions dans un marché. C'est arrivé sur le titre de AMC récemment. AMC a décidé d'émettre des actions. Donc, ça crée de la dilution. Ça met plus d'actions en circulation. Donc, s'il y a plus d'actions en circulation, généralement, pas tout le temps, mais généralement, le titre tombe temporairement. Après ça, souvent, il repart à la hausse. Mais c'est ça. Un offering, c'est lorsqu'on décide d'émettre des nouvelles actions sur le marché. Ce qui veut dire que quand une compagnie fait ça, une entreprise, il y a une raison... c'est réfléchi, là, ils ne font pas ça pour le fun. Oui, ils cherchent du capital, donc on va offrir des actions pour renflouer les coffres. C'est ça. Suivant le trading haute fréquence, le high frequency trading.
Oui, on entend souvent parler de ce temps-ci. C'est lorsque une firme, exemple Goldman Sachs ou toutes les plus grosses compagnies du monde ont ça maintenant, c'est lorsqu'ils décident de programmer des robots pour transiger les marchés boursiers. Donc, il y a plusieurs transactions qui se font à des millisecondes, donc beaucoup plus rapide qu'un humain. Donc, les high frequency trading, le trading haute fréquence, ça le dit, ça fait plusieurs transactions en quelques secondes. Souvent, ces transactions-là ne sont pas visibles à l'œil. Donc, si vous regardez un graphique ou les time and sell, vous ne verrez pas les ordres passés. Ça défile tellement vite. Donc, quand vous regardez le time and sell, vous allez le voir. Mais je veux dire, quand vous allez regarder le graphique, vous ne verrez pas le graphique bouger à la hausse ou à la baisse, tellement les transactions se font vite. Donc, il y a beaucoup de films, pas beaucoup de films, il y a des films qui font des relations. Il y a eu un film très populaire sur le sujet, The Hummingbird Project. Regardez ça. Je ne me souviens plus quelle firme, mais pour leur trading haute fréquence, avait décidé de dépenser des millions et des millions pour mettre un câble dans le sol, pour aller directement à la bourse, pour sauver 3-4 millisecondes. Donc, dépenser 300 millions pour sauver 3-4 secondes, entre vous et moi, c'est payant. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Le high frequency trading, c'est très utilisé par les firmes de négociation. On va ajouter le lien dans la description là, pour le film. Les dividendes. Les dividendes, c'est lorsqu'une compagnie, dans le fond, un dividende, c'est la compagnie qui vous donne un bonbon. Donc, quand vous êtes actionnaire d'une compagnie, exemple, compagnie Dollarama, ils vont donner des dividendes à chaque 3 mois. Des fois, ça peut être... des fois, c'est pas nécessairement à chaque 3 mois. Des fois, ça peut être une fois par 6 mois, mais généralement, c'est trimestriel. Donc, un dividende, c'est la compagnie qui vous remercie de participer participer à leur compagnie. Donc, si vous possédez, exemple, 100 actions, des fois, il va y avoir un dividende qui va être de 25 sous par action. Donc, si vous possédez 100 actions, mais vous allez recevoir 25 sous par action. Donc, 25 sous fois 100. Donc, c'est intéressant. Mais pour le day trader, on ne regarde pas vraiment ça. Mais pour les investisseurs long terme, c'est le fun. Des fois, un titre peut monter, peut tomber de 5 %, mais avec les dividendes reçus à la fin de l'année, ça nous donne un rendement flat, mettons, là, ou un petit peu positif à cause du dividende. OK. Une fusion. Une fusion, c'est lorsque un titre, pas un titre, mais lorsque 2 compagnies décident de merger, de fusionner. Ces temps-ci, on voit beaucoup de fusions côté voitures électriques. Récemment, une compagnie a décidé de fusionner, donc Norton Genesis et Lion Electronic, le titre NGA, qui est devenu LEV. Donc, c'est 2 compagnies qui ont décidé de fusionner. Donc, souvent, c'est bon signe, c'est positif pour les compagnies. Là. Souvent, il y a des projets qui viennent avec ça. Souvent, il y a du développement là, qui s'en vient aussi. Ensuite, le penny stock. Le fameux penny stock. Un penny stock, c'est souvent des titres qui sont définis en bas de 1 $. Donc, qui dit penny stock en bas de 1 $, ça vient souvent avec des floats peu élevés, comme on a parlé tantôt. Donc, ça fait beaucoup de volatilité souvent sur ces produits-là. Donc, si vous cherchez des titres volatiles, regardez les penny stocks. Mais, on l'a dit tantôt, c'est pour les traders avertis. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de volatilité sur ces titres-là. Ce n'est pas nécessairement des compagnies de qualité, mais comme n'importe quel produit qui se transige en bourse, que ce soit de la qualité ou pas de qualité, l'important, c'est que il y a des fluctuations de la volatilité, que ça monte ou ça descende. Donc, amateurs de volatilité, regardez les penny stocks. Et parlant de volatilité, peut-être un petit peu moins éthique, là, le pump and dump. Oui, on entend souvent parler, le pump and dump, c'est lorsque des promoteurs ou des fois ils engagent des firmes pour faire de la promotion de titres. Souvent, les pump and dump, on voit ça sur les penny stocks. Donc, un titre va passer de 50 sous à 1 $, 2 $, 3 $ rapidement en quelques journées. Le pump est rendu
à 5 $ environ, il va y avoir des grosses ordres de vente. Ceux qui possèdent, c'est souvent les propriétaires ou les gros joueurs de ce titre-là. Souvent, ils vont en profiter avec le pump pour se débarrasser de leurs actions. Et le fameux dump, le pump and dump. Le dump, après ça, il revient. Donc, le titre qui a passé à 50 sous à 5 $, un peu comme GME, qui a passé de 50 $ à 500 $, va retomber à 50 sous ou à 50 $ rapidement, en peu de temps. Donc, c'est pas très... quand on entend le terme pump and dump, ce n'est pas très glorieux pour la compagnie. Oui, puis souvent, ils ont créé une fausse rumeur ou ils ont créé quelque chose qui fait que là, l'enthousiasme... Pour mettre c'est ça, pour mettre le hype, pour mettre de la chaleur sur un titre. Là. C'est ça. Et le dernier dans notre liste, et non le moindre, les FNB. FNB, fonds négociés en bourse. Le terme français pour le ETF. On entend souvent parler de ETF, mais sinon, le vrai terme en français, c'est FNB, fonds négociés en bourse. Un FNB, c'est un regroupement d'actions du même secteur. Donc, si vous êtes un négociateur... un néophyte en bourse, au lieu d'acheter une compagnie, exemple un titre de cannabis, vous pouvez acheter, afin de se protéger, afin de se diversifier, vous pouvez acheter le fonds négocié en bourse HMMJ. HMMJ, par exemple, ça regroupe une 60aine d'actions qui œuvrent dans le domaine du cannabis. Donc, quand vous achetez un FNB, c'est une façon d'être diversifié. Vous achetez le secteur en totalité au lieu d'acheter une compagnie tout simplement. Donc, c'est une belle façon je ne veux pas dire jouer, mais c'est une belle façon de transiger prudemment à la bourse, les FNB. Allez lire là-dessus, c'est très intéressant. Et on l'a fait, François, c'est quand même un moment intense. On a fait notre vocabulaire. On a fini? On a fait ce qu'on avait dans l'aise. On aurait pu continuer pendant 8 heures, j'ai l'impression, là, si on voulait. Là. Oui, mais avec Patrick, on a décidé de prendre les mots les plus populaires, les termes les plus employés. Donc, si vous n'avez d'autres, peut-être les partager dans la communauté Day Trading, dans notre section podcast. On aimerait ça, si vous avez des idées de podcasts ou d'autres de listes de mots, parce que des mots... il y en a à pu finir, là, donc... c'est ça, mais je vais quand même mettre des liens aussi pour que les gens, s'ils veulent continuer à développer leur vocabulaire, parce que, tu sais, les mots, effectivement, on peut en nommer, mais il y en a des centaines et des centaines, donc ça n'a pas de fin. J'ai 2 liens. J'ai le ABC Bourse que je vais vous mettre, qui est un lexique qui est quand même assez complet. Mais j'ai aussi, très bon site. J'ai aussi un lien vers Investopedia, qui est un site en anglais, par contre, mais ce qu'il appelle le Term of the Day, c'est le terme du jour. Vous pouvez vous abonner, c'est une infolette. Puis à tous les jours, ils vont vous envoyer un terme avec sa définition. Parce qu'Investopedia, c'est une encyclopédie sur l'investissement. Puis moi, je me suis abonné, puis j'ai suivi ça pendant 2 ans. À chaque jour, j'avais un terme et religieusement, je lisais mon terme. J'ai appris plein de choses. Évidemment, comme je dis, c'est en anglais, mais le parallèle se fait assez bien. Là, vous pouvez faire la recherche pour le trouver en français si vous voulez aussi, mais c'est vraiment, vraiment très instructif. Et je vais ajouter aussi le lien pour le film que tu nous parlais là, de Hummington Project. Hummingbird Project. On va le trouver comme faux. Je vais l'écouter moi aussi, je ne l'ai jamais écouté. En conclusion, ce qu'il faut retenir, là, c'est que développer son vocabulaire, c'est pas juste en une demi-heure qu'on fait ça. Là. Ça demande du temps, puis il faut avoir un désir de l'apprendre. Mais moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. Après ça, on devient de plus en plus capable d'échanger facilement avec les professionnels. On démontre aussi qu'on connaît ça. Et moi, je termine avec cette petite phrase-là. Un trader ouvert à apprendre sera meilleur jour après jour. Alors, bon succès à tous. À la prochaine!